Commençons cette séance de TD par l'exercice numéro 18, où il est question d'étudier l'endomorphisme de R4 canoniquement associé à la matrice A, une matrice donc 4-4, qui contient un paramètre n, un nombre réel. On vous demande de déterminer une base de l'image de A, une base du noyau de A, puis donner une condition nécessaire et suffisante sur le réel M pour que les deux sous-espaces vectoriels noyau de A et image de A soient supplémentaires de R4. Alors, déjà, la première chose à faire dans ce genre de situation, c'est de donner un nom à la base canonique, puisque on travaille avec l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A. Donc, l'exercice va se passer en partie dans la base canonique. En tout cas, les vecteurs sont exprimés dans la base canonique de R4. Donc ça, c'est déjà le fait numéro 1. La deuxième chose à faire pour pouvoir bien analyser ce que contient l'énoncé, c'est d'écrire la légende associée à la matrice. Donc on sait que les colonnes de la matrice représentent les images des vecteurs de la base canonique de R4. Donc on écrit les images des vecteurs de la base canonique de R4, E1, E2, E3, E4, et on écrit les différentes coordonnées, donc ce qui signifie que A de E1 admet comme coordonnées dans la base canonique 1, 2, 0, M, 1, 1, 0, M, 0, 1, 0, 0, 0, 1, M, 0. Alors il s'agit de déterminer des informations concernant l'image et le noyau. Donc la première chose que je vais calculer, c'est le rang de la matrice grand A qui est ici. Alors pourquoi je vais calculer le rang de la matrice grand A? Déjà parce que c'est un algorithme qui est très facile à faire passer, hein, c'est des équivalences par ligne ou des équivalences par colonne. Donc ça, on sait très bien faire. Et en plus, connaissant le rang de A, on aura la dimension de l'image de cette application linéaire. Donc, par la formule du rang, on aura aussi directement des informations sur son noyau. Donc là, je fais passer les opérations sur les lignes qui me permettent, via deux transvections, donc en l'occurrence ici, il s'agit de L2 reçoit L2 moins 2L1, puis de L4 reçoit L4 moins ML1, qui sont bien deux transvections, donc qui ne changent pas le rang, me permet de dire que la matrice A est équivalente par ligne à cette matrice-là, et permet de conclure sur le rang de la matrice. Effectivement, on va voir que deux cas se dégagent. Premier cas, c'est si M est différent de 0, j'ai effectivement une matrice qui est échelonnée par ligne de rang 3, puisque j'aurai 3 pivots. Donc le rang sera égal à 3 si M est différent de 0. Et si M est égal à 0, ma matrice elle est échelonnée par ligne avec deux pivots. Donc on va obtenir 2 si M est égal à 0. Donc je sais que le rang de la matrice, c'est le rang de l'endomorphisme, puisque le rang de la matrice correspond au rang de tout endomorphisme qui est représenté par cette matrice dans des bases données. Donc je récupère une formule pour le rang de A. Et si j'applique la formule du rang à l'application petit a, je vous rappelle que pour appliquer la formule du rang, il faut que l'espace vectoriel de départ soit de dimension finie. Or, petit a est un endomorphisme de R4, donc c'est une application linéaire de R4 à valeur dans R4. Donc je peux dire que la dimension de R4, c'est le rang de A plus la dimension du noyau de A. On en déduit donc que la dimension du noyau de A par la formule du rang va donc être égal à, alors 1 si M est différent de 0 et 2 si M est égal à 0. Donc là, on a des informations déjà claires, faciles à obtenir sur la dimension de l'image. Je vous rappelle que ceci, par définition, c'est la définition de l'image de A. Et sur la dimension du noyau. Ces informations sont importantes puisqu'elles vont nous permettre de raisonner soit avec la notion de famille génératrice, soit avec la notion de famille libre. Le cas M est égal à 0 est un cas qui est assez facile à traiter. Donc on sait déjà que dans ce cas particulier, le rang de la matrice est égal à 2, donc la dimension de l'image est égale à 2.
et la dimension du noyau est égale à 2. Alors, réécrivons la matrice de A dans la base canonique. Donc, on remplace simplement M par 0. Donc, on récupère une matrice qui a sa troisième ligne, pardon, et sa quatrième ligne qui sont nulles. Donc là, on s'aperçoit que ça va être assez facile de détecter des vecteurs qui sont dans le noyau et dans l'image, toujours avec la légende qui est ici. Par exemple, je m'aperçois déjà directement que la différence entre ces deux colonnes est nulle. Mais la différence entre ces colonnes, c'est quoi? La différence entre ces deux colonnes, c'est la différence entre A de E3 et A de E4, puisque ces deux colonnes-là représentent des images des vecteurs de base. Donc cette différence, c'est le vecteur nul de R4. Donc, par linéarité de la fonction A, on récupère que A de E3 moins E4 est égal au vecteur nul de R4. Donc on récupère assez facilement que le vecteur E3 moins E4 appartient au noyau de l'application A. Voilà déjà un premier point. Deuxième point, toujours par lecture matricielle. Alors je vous rappelle qu'on peut aussi regarder ce qui se passe sur cette matrice-là, hein, avec M est égal à 0 bien entendu, puisqu'on sait que deux matrices équivalentes par ligne possèdent le même noyau. Alors c'est assez facile de voir par exemple que si je prends la première colonne qui est là, bon, ça se voit encore mieux là-dessus, mais on le voit aussi très bien là-dessus, et que je lui retire la deuxième colonne. Donc, je suis en train de calculer ce vecteur-là. Donc je vais récupérer le vecteur de coordonnées 0, 1, 0, 0. Donc si je retire encore la troisième colonne, qui est le vecteur A de E3, alors cette fois-ci je vais récupérer 0. Ce qui donne de la même façon, en utilisant la linéarité de mon application linéaire, que A de E1 moins E2 moins E3 est égal au vecteur nul de R4, et donc que le vecteur E1 moins E2 moins E3 appartient au noyau de A. Alors, le noyau de A, je vous rappelle que c'est un espace vectoriel de dimension 2, hein, puisqu'on est dans le cas où M est égal à 0, et que les deux vecteurs qu'on a trouvés ici ne sont clairement pas des vecteurs proportionnels. Donc je vais appeler ce vecteur-là epsilon 1, et je vais appeler ce vecteur-là epsilon 2. Donc on peut dire que epsilon 1 et epsilon 2 sont non collinaires. Ça c'est clair. Donc, la famille epsilon 1, epsilon 2 est une famille libre de vecteurs de Kerr A. Donc, on récupère que comme la dimension du noyau de A est égale à 2, et ça c'est le nombre de vecteurs de la famille epsilon 1, epsilon 2, on récupère donc que la famille epsilon 1, epsilon 2 est une base du noyau de A. Donc là, on a déjà récupéré une base du noyau de A assez efficacement, vous avez vu, hein, simplement en étant attentif à la matrice qui est équivalente par ligne à A, et donc, d'après le cours, l'équivalence par ligne conserve le noyau, ou en raisonnant directement sur cette matrice-là. À vrai dire, j'ai directement raisonné sur cette matrice-là pour obtenir une base de mon noyau. Alors, pour l'image, j'ai envie de dire, c'est encore plus simple, puisqu'on sait qu'on détient toujours une famille génératrice de l'image. Je m'explique. Le cours indique clairement que l'image des vecteurs de base est une famille génératrice de l'image. Donc déjà, pour avoir une famille génératrice, il suffit que je recopie le vecteur A de E1, A de E2, A de E3, A de E4. Vous êtes d'accord avec moi sur le fait que ce n'est pas la peine d'écrire A de E3 et A de E4, puisque c'est le même vecteur, ça n'aura pas d'impact dans la famille génératrice. Donc je peux me contenter d'écrire les vecteurs A de E1, A de E2, A de E3. Alors, on sait qu'on peut clairement simplifier un peu cette famille, puisqu'on sait qu'on peut remplacer l'une des colonnes par cette colonne moins une combinaison linéaire des autres colonnes. Donc là, vous voyez par exemple que si je remplace la colonne qui est là par cette colonne moins celle-ci, je vais récupérer juste le vecteur E2, puisque je récupère le vecteur de coordonnées 0, 1, 0, 0. Donc le vecteur E2, il fait clairement partie de ma famille génératrice. Vous allez me dire, il était déjà ici. Et je vais vous dire, vous avez raison.
Si je remplace cette colonne-là par cette colonne, moins ce vecteur, je récupère le vecteur 1, 0, 0, 0, c'est-à-dire le vecteur E1. Donc je m'aperçois en fait que cet espace vectoriel-là, il est égal à cet espace vectoriel-là. Pourquoi? Parce que tous les vecteurs qui sont ici sont des vecteurs qui ont a priori sont combinaisons linéaires de E1 et E2, on le voit assez clairement, et réciproquement, ces vecteurs-là, je peux les voir comme combinaisons linéaires des vecteurs qui sont ici, et réciproquement, les vecteurs qui sont ici sont combinaisons linéaires de ceux-là. Donc on préserve exactement notre espace vectoriel engendré en choisissant ces vecteurs-là. Donc on vient de récupérer par là même une base de l'image, puisque E1, E2 est déjà une famille génératrice, et elle est clairement libre puisque constituée de deux vecteurs de la base canonique. Donc on obtient une base de l'image de A. Voilà pour les bases du noyau et de l'image. Alors maintenant, on va achever cette partie-là en regardant si pour m est égal à 0, le noyau et l'image sont supplémentaires de R4. Pour ça, on va appliquer les théorèmes du cours sur la dimension finie, puisque je vous rappelle que grâce à la formule Durand, on sait déjà, je vais l'écrire ici, grâce à la formule Durand, on sait déjà que la dimension de R4 est égale à la dimension de l'image de A plus la dimension du noyau de A. Ça, c'est la formule Durand qui le raconte. Moralité, je peux donc affirmer que ces deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires de R4 si et seulement si leur intersection est réduite à 0, si et seulement si leur somme est égale à R4. C'est-à-dire qu'on peut choisir soit l'un, soit l'autre. Donc, moi, je vais par exemple choisir de montrer que on a ceci à la condition nécessaire et suffisante que, par exemple, l'image de A inter le noyau de A se réduit à 0. Alors pour faire ça, je vais utiliser des bases qu'on a récupérées. On a des bases pour le noyau, on a des bases pour l'image. Donc on va les exploiter. Je vais prendre un vecteur, je vais l'appeler U, de coordonnées, pour former les idées x, y, z, t appartient à l'image de A inter le noyau de A. Bon, j'ai eu tort, finalement, je pense que je ne vais pas utiliser ces coordonnées parce qu'il n'y a pas d'équation. Je vais utiliser les bases. Ici, on a une base du noyau de A. Donc on peut déjà dire qu'il existe alpha et bêta appartenant à R tel que le vecteur U s'écrive sous la forme alpha epsilon 1 plus bêta epsilon 2. Là, je viens de traduire que le vecteur est dans le noyau. De la même façon, comme le vecteur est dans l'image, il existe gamma et delta appartenant à R, tel que le vecteur U s'écrive comme gamma fois le vecteur E1 plus delta fois le vecteur E2. Si on traduit ça sur les coordonnées, ça va donner quoi? Sur ces coordonnées-là, ça va nous donner gamma delta 0, 0. Je vous rappelle qu'on travaille dans la base canonique là. Et avec alpha et bêta, les vecteurs epsilon 1 et epsilon 2 sont ici. Donc la première composante par rapport à E1, on va juste récupérer alpha. La deuxième composante par rapport à E2, on va juste récupérer, c'est pas alpha en fait, c'est bêta, pardon. Voilà, on va récupérer bêta. Ici, on va récupérer moins bêta pour E2. Pour E3, on va récupérer alpha moins bêta. Et pour E4, on va récupérer juste moins alpha, puisque le vecteur alpha, il est juste récupéré par rapport au vecteur epsilon 1. Donc je vais égaliser les coordonnées. Donc l'égalité donne, puisque ces deux vecteurs ils sont tous les deux égaux à U. Donc l'égalité dans R4, c'est l'égalité des coordonnées. Donc elle va donner le système bêta va être égal à gamma, première équation, moins bêta va être égal à delta, deuxième équation, alpha moins bêta est égal à 0 et moins alpha est égal à 0. Donc l'objectif c'est de voir si les vecteurs sont nuls. Là c'est à peu près clair que je récupère alpha est égal à 0. Je récupère aussi que bêta est égal à 0. Et c'est pas la peine d'aller plus loin, puisque si alpha et bêta sont nuls, je récupère que le vecteur U est le vecteur nul. Donc là c'est pas la peine d'aller plus loin, on a obtenu ce que l'on voulait.
Donc, moralité, on a pris un vecteur dans cette intersection, on a montré que ce vecteur était nécessairement nul. On vient donc de montrer l'inclusion de l'intersection du noyau et de l'image dans le vecteur nul de R4. Comme l'autre inclusion est universelle, puisque le noyau et l'image sont des sous-espaces vectoriels de R4, on récupère donc que l'intersection du noyau et de l'image est réduite au vecteur nul. Comme on avait vu que, étant donné la relation sur les dimensions, ces deux sous-espaces vectoriels étaient supplémentaires si et seulement si leur intersection était réduite au vecteur nul, on peut bien conclure, donc conclusion, si m est égal à 0, alors on a bien que le noyau de A et l'image de A sont supplémentaires de R4. Donc déjà, ça c'est acté. Bon, il ne nous reste plus qu'à traiter maintenant le cas où m est différent de 0, chercher une base du noyau, chercher une base de l'image, et voir si les deux sous-espaces vectoriels sont bien supplémentaires de R4. Donc on passe au deuxième cas. Que se passe-t-il si m est différent de 0, pardon, puisqu'on vient de faire le cas où m est égal à 0. Donc que se passe-t-il si m est différent de 0? Alors, là il y a un truc qui va être conservé, on s'aperçoit que parmi les combinaisons linéaires qu'on avait prises sur des colonnes, il y a encore un truc qui marche. Qu'est-ce qui va marcher? Si je calcule la première colonne A de E1 moins A de E2, je vais récupérer le vecteur 0, 1, 0, 0. Et donc si je retire la troisième colonne, j'obtiens encore le vecteur nul de R4. Donc je récupère, là je ne détaille pas parce que je viens de le faire, E1 moins E2 moins E3 est un vecteur qui va se trouver dans le noyau de A, ça ne fait aucun doute. Et le noyau de A est de dimension 1. Comme on vient de trouver un vecteur non nul dans le noyau de A, et que ce dernier est de dimension 1, on a donc trouvé une base du noyau. Une base du noyau est donnée par ce vecteur-là. Comme on travaille dans la base canonique, je peux très bien, si ça me fait plaisir, écrire mon vecteur sous cette forme. Il n'y a rien qui m'en empêche, puisque je travaille dans la base canonique de R4. Bon, on vient de trouver une base du noyau. Si on trouve une base de l'image, c'est réglé. Mais on va faire exactement le même raisonnement que tout à l'heure. Une base de l'image, c'est assez facile de voir qu'elle est donnée, en tout cas, enfin, une famille génératrice est donnée par les vecteurs colonnes. Et je sais que j'aurai déjà un vecteur inutile dans ces colonnes. Pourquoi? Parce que le vecteur A de E1, on vient de voir ici, en travaillant avec les vecteurs du noyau, ce vecteur-là, il s'écrit comme combinaison linéaire des autres vecteurs de ma famille génératrice. Donc je peux dire que, effectivement, l'image de A, c'est l'espace vectoriel engendré par les colonnes. Ça ne fait aucun doute. Mais la première colonne est manifestement inutile, puisqu'elle est combinaison linéaire des autres. Donc on peut dire que l'image de A, c'est l'espace vectoriel engendré par ces trois colonnes-là. On peut simplifier un chouïa l'écriture en donnant les coordonnées de vos vecteurs dans la base. C'est-à-dire que là, le vecteur A de E2, on peut dire que c'est le vecteur E1 plus E2 plus M E4. Le vecteur E2 tout seul, c'est le vecteur qui est là. Et là, je vais récupérer le vecteur E2 plus M fois le vecteur E3. Donc voilà ce qu'on récupère assez facilement. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est comment on pourrait simplifier encore un peu cette famille génératrice. On l'a simplifiée parce qu'on avait réussi justement à voir que l'un des vecteurs était combinaison linéaire des autres. Eh bien, on sait qu'on a le droit d'ajouter à un vecteur une combinaison linéaire des autres. Donc je vois qu'en retranchant à ce vecteur-là le vecteur E2 et en retranchant à ce vecteur-là le vecteur E2, j'obtiens une famille génératrice plus simple. Le premier vecteur, je peux le remplacer par celui-ci. Le deuxième vecteur, j'y ai pas touché. Et le troisième vecteur, je peux le remplacer par M, E3. Le M ici étant non nul, je peux aussi, vu que c'est un scalaire, l'éliminer, puisque
Je ne pourrais pas éliminer le MK là par contre, hein, parce qu'il n'est pas en facteur, mais là il est en facteur de mon terme. Donc je peux récupérer cette famille génératrice qui est quand même diablement plus simple. Donc j'ai trouvé une base de l'image qui est fort simple, qui est beaucoup plus simple qu'originellement. Vous allez me dire, ouais mais là, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un procédé un peu moins bidouille, comme vous avez l'air de dire? Bien sûr, et je vais vous le montrer tout de suite. Puisque dans le cours, qu'est-ce qu'on avait montré? On avait montré que les équivalences par ligne ne changeaient pas le noyau. Mais on a montré aussi que les équivalences par colonne ne changeaient pas l'image. Donc ce que je pourrais faire, c'est traiter des équivalences par colonne. Par exemple, vous voyez, en plaçant cette première colonne en première position, celle-ci en deuxième position, et enfin celle-ci en troisième position, et la dernière, bon, je la laisse comme ça pour l'instant, j'obtiens deux matrices qui sont équivalentes par colonne. Donc les colonnes engendrent le même espace vectoriel d'après le cours. Là maintenant, je vais faire des opérations sur les colonnes un peu plus sérieuses. La première, je ne la touche pas. Et la deuxième, je ne la touche pas puisqu'elle a un 0, donc elle m'intéresse. Celle-là, je vais la remplacer par cette colonne moins celle-ci, ce qui va me ramener du 0, 1, 0, 0. Et cette colonne, je n'y touche pas, puisqu'elle est bien sympathique, telle qu'elle. Je continue mes petites équivalences par colonne, hein, surtout pas d'autres équivalences que des équivalences par colonne. Et je vais maintenant utiliser cette colonne pour faire le ménage ici. Et là, donc je vais récupérer 1, 0, 0, M, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, et 0, 0, M, 0. Vous remarquez que si je fais juste une petite dilatation à la fin, et si je permute les deux colonnes qui sont là, voilà ce que je récupère. Donc en pratiquant mes équivalences par colonne, hein, vous avez vu, je récupère ça, et vous n'allez pas être surpris parce que la matrice échelonnée réduite par colonne que j'ai ici, elle correspond directement au système générateur que j'ai là. L'équivalence par colonne, les colonnes engendrent le même espace vectoriel que les colonnes de A. Ça, c'est ce qu'on avait vu pour les équivalences par colonne. Et là, vous reconnaissez le vecteur E1 plus M4, le vecteur E2, le vecteur E3. Donc on voit que les équivalences par colonne, elles rendent les calculs qui sont ici moins bidouilles, puisqu'on a vu que en utilisant des opérations sur les colonnes de la matrice engendrent A, engendrent le même espace vectoriel que les colonnes de la matrice qui sont ici. Ce qui vous permet d'avoir un système générateur beaucoup plus simple. Alors, pour l'instant, on a trouvé une base du noyau et une base de l'image. Alors, vous m'avez dit, mais vous n'avez pas montré que c'était une base de l'image encore. Oui, c'est vrai, je l'admets, je ne l'ai pas démontré, mais je le fais oralement. Cet espace vectoriel est de dimension 3. On vient de trouver une famille génératrice avec 3 vecteurs. Une famille génératrice à 3 vecteurs dans un espace vectoriel de dimension 3, c'est une base. Donc, on vient de démontrer qu'on a bien une base de cet espace vectoriel. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour démontrer que le noyau et l'image sont supplémentaires, si c'est le cas, hein? Eh bien, comme tout à l'heure, on pourrait montrer que l'intersection se réduit au vecteur nul, première possibilité. Ou, deuxième possibilité, montrer que la famille que j'obtiens en réunissant une base du noyau et une base de l'image est une base de l'espace vectoriel R4. Je pourrais tout à fait montrer ce point-là également. Donc, là, il faut faire un choix. Alors, comme j'ai travaillé avec l'intersection tout à l'heure, là, je vais plutôt travailler avec les bases. Donc, les trois vecteurs qui sont ici, cette famille-là, je vais l'appeler B1. Et pour montrer que B1 union ce vecteur-là est une base, je vais utiliser le lemme d'augmentation d'une famille libre. Dans le sens où, si ce vecteur-là ne s'écrit pas comme combinaison linéaire des deux vecteurs qui sont ici, alors en ajoutant ce vecteur à cette famille libre, je vais récupérer une famille qui est encore libre. Elle aura 4 vecteurs en dimension 4, ça sera une base. Donc pour ça, je vais supposer que ce vecteur est combinaison linéaire de ceux-là. Donc supposons que le vecteur que je vais appeler ici epsilon, supposons que epsilon appartient à l'espace vectoriel engendré par les vecteurs de la famille B1. Alors ça signifierait qu'il existe alpha, bêta, gamma appartenant à R, tel que epsilon s'écrive, alpha fois le premier vecteur de la famille B1, donc alpha
E1 plus alpha M 4 plus bêta fois E2 plus gamma fois E3. Vous vous apercevez en égalisant les coordonnées que la coordonnée selon E1, c'est-à-dire alpha, doit nécessairement être égale à 1. La coordonnée selon E2, c'est-à-dire bêta, doit nécessairement être égale à moins 1. La coordonnée selon E3, c'est-à-dire gamma, doit être égale à moins 1. Et la coordonnée selon E4, alpha m, doit être égale à 0. C'est de là que va aboutir une contradiction, puisque vous remarquez que comme m est différent de 0, ceci implique que alpha est égal à 0. Je vous rappelle qu'on est dans le cas où m est différent de 0, ce qui vient directement contredire la relation là. Donc on obtient une absurdité. Eh bien c'est terminé, puisqu'on vient de démontrer que supposer ceci est absurde, ce qui revient à dire que epsilon n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par les trois vecteurs qui sont ici. Donc en ajoutant ce vecteur-là à cette famille libre, j'obtiens une famille qui est encore libre. Donc j'obtiens qu'en réunissant ces deux familles, j'obtiens une famille libre. Elle compte 4 vecteurs dans un espace de dimension 4. C'est donc une base de R4. Or, un théorème dit que si en réunissant une base de l'image et une base de noyau, j'obtiens une base de R4, ces deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires de R4. Moralité, on a trouvé une base du noyau et une base de l'image dans tous les cas, et on a montré qu'on avait deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de R4 pour tout M appartenant à R, donc il n'y a aucune condition sur M pour que l'image et le noyau soient supplémentaires de R4. Enchaînons avec une séquence d'exercices qui va porter sur les matrices de passage et plus généralement sur les changements de base. Donc, je vais commencer par l'exercice numéro 35 où on vous donne une base du cas espace vectoriel E. Donc là, je suis dans un espace abstrait, je ne travaille pas dans R3 par exemple. On me dit on travaille dans un cas espace vectoriel E qui est pourvu d'une base E1, E2, E3. Donc l'information que je peux avoir, c'est que cet espace est de dimension 3, puisque la dimension d'un espace vectoriel, c'est le nombre de vecteurs d'une base. Voilà. Et cette base-là, c'est une base formelle de vecteurs, ça peut être des matrices, des applications, enfin peu importe. Je n'ai aucune information sur la nature de E, et d'ailleurs ça n'interviendra pas. Ensuite, on vous donne une autre famille qui est constituée de 3 vecteurs. On vous demande de montrer que c'est une base, puis de calculer des matrices de passage. Pour montrer que G est une base de R3, là je trouve que le plus efficace, c'est d'utiliser les théorèmes de la dimension finie. Je m'explique. Le nombre de vecteurs de G, c'est 3, et ça c'est égal à la dimension de E. Je rappelle que la dimension de E, on y a accès, puisqu'on a une base de E, donc on sait que la dimension de E, c'est le nombre de vecteurs d'une base. Moralité, compte tenu de cette information, on peut dire que G est une base de E, si et seulement si la famille G est soit libre, soit génératrice de E. G est... Allez, on va choisir libre, c'est souvent le plus simple à démontrer. Donc là, on utilise notre cours. Maintenant, on n'a plus qu'à passer à la vérification. Je vais me donner donc 3 scalaires alpha, bêta, gamma appartenant à K, puisque je travaille dans un K espace vectoriel, donc tel que j'ai alpha epsilon 1 plus bêta epsilon 2 plus gamma epsilon 3 qui est égal au vecteur nul de E. Je vais écrire ça dans la base B qui m'est donnée pour pouvoir gérer les égalités. Donc je vais récupérer alpha E1 plus bêta E2 plus gamma E2 plus gamma E3 est égal au vecteur nul de E. Or, on sait que la famille B est une base de E, donc c'est en particulier une famille libre. Donc si j'ai une combinaison linéaire nulle des vecteurs E1, E2, E3, je peux dire que les scalaires qui interviennent dans les combinaisons linéaires sont nuls. Donc je vais récupérer que alpha est nul, que bêta plus gamma est nul, et que gamma est nul, ce qui donne alpha égale bêta égale gamma égale 0. On a donc bien obtenu que la famille G est libre. Or, on savait que la liberté était équivalente à être base de E, donc on a bien une base de E. Alors j'ai pris la liberté. Le choix est franchement discutable ici. Moi, je pense que générateur, c'était quand même plus
plus simple. Pourquoi? Parce que je sais que l'espace vectoriel engendré par E1, E2, E3 est donc égal à l'espace vectoriel engendré donc par le vecteur E1, le vecteur E2 et le vecteur E2 plus E3. On sait qu'on peut remplacer l'un des vecteurs d'une famille génératrice par ce vecteur plus une combinaison linéaire des autres. Je vais remplacer celui-ci par celui-ci moins celui-là. Je récupère donc l'espace vectoriel engendré par E1, E2, E3. Et ça, c'est égal à E, puisque la famille B est génératrice de E. Donc on pouvait accéder, à mon sens, plus facilement au fait que la famille était génératrice de E. Je vous ai montré les deux. Là, les deux sont possibles et les deux sont efficaces. Bon. Évidemment, le jour d'un concours, il faut en faire qu'un. On ne va pas dire « Ah ouais, 17e méthode, ça fait toujours un point. Donc, on est le plus efficace possible. Là, on apprend. Les matrices de passage maintenant. Alors, j'ai eu une question 2 fois. C'est « Mais monsieur, je ne comprends pas la définition. » Alors, la première erreur, elle est là déjà. Pourquoi diable la matrice de passage de B vers G, on met les vecteurs de G en colonne et les vecteurs de B en ligne? Pourquoi? Je ne comprends pas. Et j'ai répondu, il n'y a rien à comprendre, c'est une définition. Une définition, c'est un choix. On aurait très bien pu faire un autre choix et appeler cette matrice la matrice de passage de G vers B. Ce n'est pas le choix qui a été retenu. Alors, pour vous donner une raison, la raison, c'est pour que les formules de changement de base s'écrivent plus naturellement et mieux, de façon plus lisible. Voilà. Mais, encore une fois, là, si vous dites « je ne comprends pas », et là, je vais vous dire « super », il n'y a rien à comprendre. On remplit maintenant la matrice, une fois qu'on a écrit la définition. Les vecteurs de G sont en colonne, les vecteurs de B sont en ligne. On n'a plus qu'à écrire les coordonnées. Eh bien, les coordonnées de ce vecteur dans la base E1, E2, E3, c'est 1, 0, 0. Les coordonnées de B dans cette base, c'est 0, 1, 0. Et les coordonnées de E3 dans cette base, c'est 0, 1, 1. Voilà ma matrice de passage. Pour la matrice de passage de la base G vers la base B, le cours nous dit que cette matrice-là, c'est l'inverse de la matrice qui est ici. Alors on se dit, oui, il va falloir inverser une matrice, Berk. Pas fatalement. Quand les relations sont aussi simples que celles qui sont ici, on peut utiliser la définition. La définition, c'est juste exprimer E1, E2, E3 en fonction de epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Or, pour le vecteur E1, c'est déjà fait. Le vecteur E1, c'est coordonné dans la famille epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. C'est 1 fois E1 plus 0 fois epsilon 2 plus 0 fois epsilon 3. Donc, la colonne qui correspond au vecteur epsilon 1, la voici. Pour la colonne qui correspond au vecteur epsilon 2, au vecteur E2, ça va être la même, puisque E2 est égal à epsilon 2, donc je récupère 0, 1, 0. Et pour la petite dernière, comme E3 est égal à epsilon 3 moins E2 et que E2 c'est epsilon 2, je récupère E3 moins epsilon 2. Donc je vais récupérer 0, moins 1, 1. Voilà ma matrice de passage. Donc là, nul besoin de calculer la coûteuse inverse d'une matrice. C'est pas la peine. On voit qu'en appliquant la définition, et on voit que lorsque les relations entre les vecteurs sont simples, on peut se passer du calcul de l'inverse d'une matrice. Attention, ça ne sera pas systématiquement le cas. Dans la plupart des cas, il va falloir inverser une matrice. Pour l'exercice numéro 39, on nous donne un espace vectoriel E de dimension 3, on nous donne une base de cet espace vectoriel, et on nous dit on définit un endomorphisme de E par la donnée de ces trois relations-là. On vous demande de calculer la matrice qui est notée A dans l'énoncé, de U dans la base B, puis on vous demande la matrice de U dont ce qui va visiblement être une autre base. Ça, évidemment, ça reste à voir. Bon, alors, dans un premier temps, on me demande la matrice de U dans la base B. Alors, déjà, mon application U, elle est entièrement déterminée puisqu'on connaît l'image d'une base. Donc, il n'y a aucun problème sur la définition de l'image de U. Je vais tout de suite dire l'endomorphisme U
l'endomorphisme U, pour éviter la moindre ambiguïté, U est entièrement déterminé par l'image d'une base. Est entièrement déterminé par l'image d'une base. Donc ça, encore une fois, c'est le cours. Par l'image d'une base de l'espace vectoriel sur lequel il est défini. Donc je sais que le cours m'assure que mon application linéaire, elle est entièrement déterminée. Donc pour avoir la matrice dans cette base, là encore une fois, on applique le cours. Le cours nous dit que ça va être une matrice avec 3 colonnes, puisque l'espace vectoriel de départ est de dimension 3. Et elle a également 3 lignes, puisque la matrice est carrée, c'est la matrice d'un endomorphisme. Donc, lorsqu'on construit le tableau matriciel, on met bien entendu la légende, et on écrit les vecteurs, donc l'image des vecteurs de base, donc 3, 0, 1, moins 1, 2, moins 1 pour U de U2, et pour le petit dernier, 1, 0, 3. Donc voilà ma matrice. Si vous voulez déterminer l'expression analytique de U, là encore, on sait bien faire. Donc, alors, mon application, alors justement, j'allais faire la remarque et j'écris n'importe quoi. L'expression analytique de U, ici, justement, j'allais faire la remarque en disant, attention, ici, on ne travaille pas dans R3. Donc, quand on va regarder l'expression, ça sera forcément l'expression dans une base de notre espace vectoriel. Donc là, il faut faire très très attention à ce qu'on va dire. Les vecteurs de E, je ne peux pas écrire que c'est le triplet x, y, z. C'est pas possible, parce que E, malgré que ce soit un espace de dimension 3, c'est pas R3. Or, un triplet de R3, c'est un élément de R3. Donc là, les vecteurs, je vais devoir les écrire comment? Eh bien, je vais devoir les voir avec leurs coordonnées. Donc x1 plus y2 plus ze3. Et à ça, on va associer quoi? Quelle est l'image de ce vecteur qui a comme coordonnées x, y, z dans la base B de mon espace vectoriel E? Là, j'insiste bien, l'espace vectoriel de départ, c'est E. Eh bien, pour avoir l'image de ce vecteur exprimé dans cette base, il me suffit de faire le produit matriciel entre la matrice A et la matrice qui est ici. La coordonnée du vecteur E1, elle se lie en calculant l'image, enfin, le produit matriciel de la matrice A par cette matrice colonne. Donc je vais récupérer 3x moins y plus z fois le vecteur E1, plus la deuxième coordonnée, celle du vecteur E2, ça sera simplement 2y fois le vecteur E2. Et enfin, la dernière coordonnée, ça sera x moins y plus 3z fois le vecteur E3. Donc là, attention, on est dans un espace vectoriel abstrait qui est pourvu d'une base, la fameuse base B qu'on a donnée ici. Donc les vecteurs doivent être exprimés dans leurs coordonnées, dans leur base, et n'écrivez surtout pas des vecteurs de R3, ça n'aurait pas de sens ici. Bon, alors cette remarque étant faite, cet aparté étant fait, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, il est juste question de déterminer la matrice de U dans une nouvelle base. Alors déjà, moi, la première question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que c'est bien une base? Là, on me donne une famille de 3 vecteurs. Est-ce que c'est une base? Alors, ce qui serait chouette, c'est qu'on fasse d'une pierre plusieurs coups, c'est-à-dire qu'on montre que c'est une base et qu'on avance dans le problème qui est posé. Le problème qui est posé, c'est de déterminer la matrice de U dans cette nouvelle base. Alors, déjà, je vais exprimer ce que serait la matrice de U dans cette nouvelle base. Donc, par formule de changement de base, donc là, je vais supposer que B' est bien une base comme le dit mon énoncé, par formule de changement de base. Et c'est la raison pour laquelle les matrices de passage elles sont écrites comme ça. La matrice de U dans la base B', c'est quoi? C'est la matrice de passage de les primes avec les primes, donc de B' vers B, fois la matrice dans la base B, les B avec les B de U, fois la matrice de passage de B vers B', les B entre eux, les B' entre eux. Ce choix-là a été fait pour que les formules soient plus simples à retenir. Évidemment, il y a toujours quelque chose à apprendre,
c'est la définition des matrices de passage. Alors justement, parmi ces deux matrices qui sont ici, est-ce qu'il y en a une qu'on connaît bien, c'est-à-dire qui est directement décrite par l'énoncé? Alors la matrice de U dans la base B, c'est la matrice A qui est ici, ça, il n'y a pas de problème. Et là, la matrice que je connais, c'est celle-ci, puisque c'est la matrice de passage de B vers B'. Cette matrice-là, elle exprime les coordonnées des vecteurs de cette base-là, E1', E2', E3', dans la base B, dans la base E1, E2, E3. Donc les coefficients, il suffit de les écrire. Je vais récupérer 1, 0, moins 1 pour la première colonne, 0, 1, 1 pour la deuxième colonne, et 1, 0, 1 pour la troisième colonne, au vu des coordonnées qui sont indiquées là. Or, si je montre que cette matrice est inversible, ça veut donc dire que les vecteurs colonnes forment un espace de dimension 3. Or, s'ils forment un espace de dimension 3, cette famille-là sera bien génératrice de E. Donc, montrer l'inversibilité de cette matrice P fait de cette matrice une matrice de passage et fait de B' une base de l'espace vectoriel en jeu. Comme, de toute façon, cette matrice-là que je vais baptiser P, je vais en avoir besoin sous la forme de son inverse, puisqu'avec ces notations, je vais récupérer que la matrice que je dois obtenir, c'est P-1 à P, j'ai besoin de calculer son inverse. Alors c'est parti, on va calculer l'inverse de cette matrice. Alors vous rappelez que pour calculer l'inverse, ce que je fais, c'est je l'échelonne par ligne, et je fais subir à la matrice identité les mêmes transformations. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas inversé une matrice, c'est le moment d'avoir cette piqûre de rappel. Donc on fait subir à l'identité les mêmes transformations, et à la fin j'aurai la matrice inverse. Donc là on va échelonner par ligne cette matrice. Je vais déjà remplacer la ligne d'en bas par la ligne d'en bas plus la ligne L1. Donc la ligne L1 je n'y touche pas. Donc celle-là non plus, je n'y touche pas. La ligne L2, elle est déjà fort sympathique, donc je n'y touche pas non plus. Et la ligne L3, je la remplace par la somme. Et là, la somme, ça va me donner 1, 0, 1. Je continue mes équivalences par ligne. Déjà un 0 ici, donc il ne me reste plus qu'à passer un 0 ici. Donc pour ça, je vais remplacer la ligne L3 par cette ligne-là, moins cette ligne-là. Donc la première ligne, elle, n'est pas modifiée. La deuxième ligne non plus. Et celle-là est remplacée par la différence. Donc je remplace par la différence. Donc ici, je vais faire la différence entre cette ligne-là et cette ligne-là. Donc la dernière ligne va devenir celle-ci. Allez, on n'est plus très loin de notre étape. Je vais multiplier cette dernière ligne par 1,5 et on va ensuite l'ajouter, enfin plutôt la retrancher à la ligne qui est ici pour finir l'inversion des matrices. Alors pour éviter d'avoir à réécrire une étape de plus puisque j'ai plus beaucoup de place, eh bien je vais dire que je multiplie cette ligne par 1,5 et je fais la multiplication par 1,5 ici. Et là je vais remplacer ma ligne par 1 par la ligne 1 moins la ligne 3. Là je récupère la matrice identité, ce qui met fin à la méthode de Gauss. Et ici, j'ai plus qu'à faire la même opération, retirer à cette ligne la ligne qui est ici. Je récupère ici 1,5, 1,5, moins 1,5, 0, 1, 0, 1,5, moins 1,5, 1,5. Moralité, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que cette matrice est inversible. Donc, comme P est inversible, on peut bien dire que B' est bien une base de E. Ça ne fait aucun doute. Et on vient de trouver qui est la matrice P-1 en utilisant toujours la méthode de Gauss-Jordan. Donc voilà l'inversibilité de la matrice, voilà le calcul de l'inverse, et le fait que la famille B', enfin que la base B', que la famille B' est bien une base de l'espace vectoriel E. La fin de l'exercice est une simple formalité, puisqu'il s'agit de multiplier la matrice P-1, la matrice A et la matrice P. On obtient une matrice diagonale qui est l'expression de la matrice de U dans la base B'. Alors on aurait pu faire le choix de factoriser par 1,5 cette matrice, en remplaçant ici par 2, puis en multipliant le résultat
finale par 1,5, mais la présence ici de nombreux zéros et de coefficients entiers pouvait nous laisser penser que les calculs allaient se simplifier. Je n'ai pas fait ce choix. À chaque fois que les élèves le font, ils oublient de factoriser ce coefficient-là, ou ils oublient de multiplier ensuite par 1,5 le résultat. Donc là, j'ai préféré disposer le produit matriciel correctement pour récupérer le fait que cette matrice est diagonale. Donc en fait, on s'aperçoit qu'une bonne base pour l'endomorphisme U serait la base B', puisque l'endomorphisme U exprimé dans cette base est très très simple. On a par exemple montré que, je le précise, tiens, c'est un truc assez rigolo, enfin bon, ça va peut-être faire rire que moi. Et oui, par exemple, le fait que là on ait un bloc de 2 identités, ça me permet de dire que, en fait, si je considère l'espace vectoriel engendré par le vecteur E1' et par le vecteur E2', je m'aperçois que si j'appelle cet espace vectoriel F, eh bien, je peux dire que la restriction de U à F, ça va être une homothétie de rapport 2. Donc, cette application linéaire, ça sera 2 fois l'identité de F. Donc on voit qu'en lisant a posteriori les relations qu'on obtient sur la nouvelle matrice, on récupère que pourquoi cette base est sympathique. Eh bien parce que la restriction de U à certains sous-espaces vectoriels, eh bien c'est une application linéaire très très simple. Comme si je prends la restriction de U à la droite vectorielle engendrée par E3', j'obtiens que sur cet axe-là, mon application, elle se comporte comme une homothétie de rapport 4. Donc l'intérêt majeur de réduire une matrice, c'est de voir ensuite qu'on peut découper l'espace vectoriel de départ, de sorte que ma matrice sur chacun de ces sous-espaces vectoriels supplémentaires définit une application linéaire très simple. Là, on voit des homothéties vectorielles. Alors, un autre exercice où il est question de trouver une base dans laquelle la matrice de U a une tête fort sympathique, puisqu'on a affaire à une matrice triangulaire inférieure. Donc là, encore une fois, c'est un problème de mise en équation. On va mettre le problème en équation. Donc, comme ici on travaille dans R3 et que les expressions sont données dans la base canonique de R3, je vais donner un nom à la base canonique de R3. Donc, notons C va être égal à E1, E2, E3, la base canonique de R3. Donc ici, on n'est pas dans un exercice, dans un espace vectoriel abstrait, on est dans un exercice dans R3. Donc je vais noter la base canonique de R3 sous cette forme-là. Nous, ce qu'on nous demande, c'est de trouver une autre base. On vous demande de montrer qu'il existe une base B. Donc on va tout de suite dire se lancer dans ce que l'on cherche. Donc on cherche. On cherche une base, donc on va appeler B, une base de R3, telle que, attention, il y a deux contraintes. Déjà, ça doit être une base de R3, première contrainte qu'il faudra vérifier, mais aussi telle que la matrice dans la base B de mon application U est super simple. Alors je vais récupérer ici U de epsilon 1, U de epsilon 2, U de epsilon 3. Vous aurez compris que les vecteurs de B, je les ai appelés epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Voilà, donc ces vecteurs-là, dans la base epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, se décomposent sous une forme très particulière, puisque je récupère que les coordonnées sont égales à moins 1, 1, 0, 0, moins 1, 1 et 0, 0, moins 1. Donc pour mettre ce problème en équation, donc là on fait la mise en équation qui est liée à cette égalité. Donc avoir cette égalité matricielle, ça donne des égalités sur les images des vecteurs de base. Je vais avoir U de epsilon 1 qui est égal à moins epsilon 1 plus epsilon 2. Je vais avoir U de epsilon 2 qui va être égal à moins epsilon 2 plus epsilon 3. Et enfin U de epsilon 3 qui va être égal à moins epsilon 3. Donc si j'arrive à trouver trois vecteurs epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 qui respectent ces trois contraintes et qui forment une base de R3,
l'exercice est plié. Donc on a trois espèces d'équations à résoudre. Alors attention, hein, c'est des équations qui vivent dans R3, il ne faut pas faire n'importe quoi. Comme d'habitude, on va chercher à regarder quel est le vecteur qui semble être le plus facile d'accès. Bon, bah, clairement, l'équation qui semble la plus abordable, c'est l'équation qui est ici, puisqu'il n'y a qu'un seul vecteur qui est inconnu. Pour résoudre la deuxième, il faudrait connaître epsilon 3, et pour résoudre la première, il faudrait connaître epsilon 2. Donc on voit que la connaissance de epsilon 3, c'est le alpha et le oméga de notre exercice. Bon, bah, je vais calculer epsilon 3. Alors epsilon 3, je vais noter ses coordonnées x, y, z. Et moi, ce que je veux, c'est avoir u de epsilon 3 qui est égal à moins epsilon 3. Or, u, on a ses coordonnées dans la base canonique. Donc, on voit tout de suite que le système qui consiste à trouver u de epsilon 3 va être égal à moins epsilon 3 va s'écrire comment? Bah, il va s'écrire simplement en égalant les coordonnées. Donc u de epsilon 3, ses coordonnées sont ici. Donc on va récupérer moins x plus y plus z va être égal à moins x. Je vais récupérer que moins y, moins x, pardon, moins y va être égal à moins y. Et enfin, on va récupérer que x moins z va être égal à moins z. Donc je constate que ce système-là est équivalent, après avoir écrit ce système correctement, à y plus z va être égal à 0. Ensuite, je vais récupérer que moins x est nul, donc que x est nul. Et enfin, que x est nul, voilà le système que j'obtiens. Alors, je vois tout de suite que x est imposé égal à 0. Et maintenant, pour avoir un vecteur epsilon 3 qui convient, il suffit que je trouve y et z tel que la somme soit nulle. On voit tout de suite qu'on peut prendre 1 et moins 1 pour que ça fonctionne. Donc, moralité, si je pose epsilon 3 va être égal au vecteur de coordonnées 0, 1, moins 1, je vérifie bien ce système, donc ceci, donc j'ai bien u de epsilon 3 qui est égal à epsilon 3, moins epsilon 3, je vérifie donc la première équation. Donc on va maintenant passer à la deuxième équation, en prenant en compte évidemment que j'ai pris ce vecteur-là pour epsilon 3. Et qu'est-ce que je constate? Je constate simplement que le système que j'obtiens pour epsilon 2, donc si je note epsilon 2, si je cherche epsilon 2, donc sous la forme x, y, z, le système qui est vérifié par epsilon 2, il est en tout point semblable au système qui est ici. Puisque là, si je mets mon doigt là, j'ai exactement le système qui est ici. Pour obtenir la relation avec epsilon 3, il suffit de rajouter les coordonnées de epsilon 3. Donc plus 0 ici, plus 1 ici, donc moins 1 ici. Ce qui va me donner quoi une fois que je résous le système? Là, quand je simplifie par moins x, j'obtiens ça. Là, quand je simplifie par moins y, je vais obtenir x est égal à moins 1 cette fois-ci. Et là, quand je simplifie par z, je vais récupérer x est égal à moins 1. Donc je récupère bien que le système déjà admet des solutions, hein, est compatible. Et donc je dois trouver un triplet x, y, z qui vérifie les conditions qui sont ici. Et ce vecteur, il doit être a priori non nul, hein, parce qu'on doit construire une base, je vous rappelle. Bon, je vais déjà écrire ce qui est imposé. Ce qui est imposé, c'est la première composante qui est égale à moins 1. Et la somme des deux autres composantes doit être nulle. Comme j'ai déjà la garantie que ce vecteur n'est pas nul, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre 0, 0 pour y et z. Bien, on a trouvé déjà epsilon 2. Il ne nous reste plus qu'à trouver epsilon 1. Mais pour epsilon 1, le système qu'on va récupérer, encore une fois, il va être identique, puisque quand j'écris le système qui est là, c'est le système qui est ici. Donc je vais juste regarder ce qui se passe quand je rajoute les coordonnées de epsilon 2. Quand je rajoute les coordonnées de epsilon 2, je vais récupérer quoi? Alors, je réécris simplement le système en dessous. Donc je vais récupérer moins x plus y plus z va être égal à moins x plus la première coordonnée de epsilon 2, donc ici moins 1. Et pour les autres équations, je vais rajouter 0 ici. Donc je vais tout de suite regarder ce que j'obtiens. Je vais récupérer que x est égal à 0. Donc mon système, il va être équivalent à, d'une part, x est égal à 0, d'autre part, y plus z va être égal à moins 1. Donc il faut que je prenne un vecteur epsilon 3 qui vérifie, un vecteur epsilon 1 pardon, qui vérifie ce cahier des charges. Donc j'ai déjà x qui est nul, et la somme de y et z doit faire moins 1.
Je vais prendre moins 1 pour y et 0 pour z. J'obtiens bien un vecteur non nul qui vérifie cette propriété-là. Moralité, si je choisis ces trois vecteurs qui sont ici, les trois vecteurs qui sont là, les trois équations que j'obtiens ici sont satisfaites. Donc déjà, j'ai les trois équations satisfaites avec ces trois vecteurs. Pour obtenir le résultat, il suffit encore que je montre que cette famille est une base de R3. Là, on va faire ce qu'on fait habituellement. On va déjà regarder si on a le bon nombre de vecteurs pour être une base de R3. Cette famille, elle compte 3 vecteurs. Et le nombre de vecteurs de cette famille, c'est bien la dimension de l'espace vectoriel R3. Donc j'obtiens que la famille qui est formée par les trois vecteurs epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, cette famille est une base de R3 si et seulement si cette famille est une famille libre. Pour montrer la liberté, comme j'ai trois vecteurs, je dois travailler avec la définition. Je ne peux pas invoquer de la collinéarité, ça ne marche qu'avec deux vecteurs. Donc je me donne une combinaison linéaire nulle de ces trois vecteurs. Je reprécise qu'avec les déterminants, on pourra aller un peu plus vite. J'écris les coordonnées de ces triplets. Là, je suis dans R3, hein, donc là, je travaille avec des triplets sans aucun manque de rigueur. Donc la première coordonnée ici, ça va être moins bêta. La deuxième coordonnée, eh bien, ça va être moins alpha plus gamma. Et enfin, la dernière coordonnée, c'est celle de epsilon 3. Ça va être moins gamma va être égal à 0, 0, 0, puisque ceci, c'est le vecteur nul de R3. Je récupère donc que gamma est nul, que bêta est nul, et donc que alpha est nul. Donc là, évidemment, le système qu'on obtient, vu la nature des coefficients, est très simple. Donc on a bien montré que cette famille est libre, donc cette famille est bien une base de R3. Et comme elle vérifie ces trois équations, eh bien la matrice de U dans cette base, c'est exactement la matrice qui est ici. Donc on a vu que cette question, elle revient simplement à résoudre des systèmes linéaires. Voilà, seconde question. Il s'agit de déterminer l'expression de un de x, y, z, où n est un entier naturel et x, y, z des nombres réels. Donc en fait, l'expression analytique de u composée un certain nombre de fois. Alors on voit que là, calculer u rond u, u rond u rond u, u rond u rond u rond u rond u avec ce formalisme-là est parfaitement impossible. Donc on va utiliser évidemment les matrices. Alors nous, ce qu'on veut, c'est l'expression analytique de u à la puissance n. Alors c'est ça qu'on aimerait déterminer. C'est-à-dire ce que j'aimerais en fait, c'est, comme je sais que u puissance n est une application qui est définie sur R3 à valeur dans R3, ce que j'aimerais ici, c'est avoir l'image de x, y, z par cette application linéaire. En d'autres termes, si j'utilise des conventions matricielles, ce que j'aimerais, c'est écrire u à la puissance n fois x, où u désigne quoi? U désigne la matrice dans la base canonique de petit u, puisqu'ici, les coordonnées que j'ai, c'est les coordonnées de mon vecteur dans la base canonique. Le problème, c'est que la matrice de u dans la base canonique, elle a quelle tête? La matrice de u dans la base canonique, si vous regardez la définition de cette application, on calcule l'image du vecteur de coordonnées 1, 0, 0, on obtient le vecteur moins 1, moins 1, 1. On calcule l'image du vecteur de coordonnées 0, 1, 0, on va récupérer donc 1, moins 1, 0. Et pour le petit dernier, on va récupérer 1, 0, 1. On voit tout de suite que le calculer u puissance n est un vrai problème. On voit tout de suite l'intérêt de la question d'avant. La question d'avant, c'est de dire, mais moi, je connais la matrice de U, et je la connais dans une autre base. Je connais la matrice de U dans une base que je vais appeler B. Alors, la matrice A que je récupère dans ce cas-là, c'est moins 1, 1, 0, 0, moins 1, 1, 0, 0, moins 1. Je vois que là, calculer A puissance n, c'est assez facile. Il suffirait d'appliquer la formule du binôme de Newton en décomposant la matrice A en l'identité, plus une matrice qui sera probablement nilpotente. Donc je sais calculer normalement assez facilement A puissance n. Alors actons que l'on sait calculer A puissance n facilement.
Mais du coup, le calcul de U puissance n est complètement reliable au calcul de A puissance n, puisque ces deux matrices, elles sont reliées par une formule de changement de base. Effectivement, la matrice A qui est ici, je peux la relier à la matrice qui est là par le changement de base suivant. Alors, les B ensemble, hein, donc la matrice de B vers C fois la matrice U, multipliée par la matrice de passage de C vers B. Je sais que ces deux matrices-là sont inverses l'une de l'autre, donc je peux écrire que A est égal à P-1 UP, où P c'est la matrice de passage de la base canonique vers la base B. Du coup, le calcul de A puissance n comme ces matrices sont conjuguées, c'est un calcul qu'on a déjà fait plusieurs fois, va me donner P, U puissance n, P-1. Alors moi, ce que je veux calculer, c'est U puissance n en fonction de celle-là qui est facile à calculer. Pour avoir le calcul de U puissance n et donc l'expression analytique de U qui s'obtient simplement en multipliant U puissance n par le vecteur de coordonnées x, y, z. Donc ce calcul-là est suffisant. J'obtiens donc P, A puissance n fois P-1. Donc pour obtenir l'expression analytique de U, qu'est-ce qu'il nous faut calculer? Il nous faut calculer A puissance n pour cette matrice, ça me semble pas très compliqué, et la matrice de passage et son inverse. Allez, en avant. On va commencer par la matrice U puissance n. Alors, A puissance n, pardon. Donc cette matrice A, j'ai dit que j'allais la décomposer en I3 plus n, où la matrice n, rappelez-vous, c'est la matrice que j'obtiens ici, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Bon, le calcul de n2 est assez facile. On va récupérer cette matrice-là. Et le calcul de n3, ça va me fournir la matrice nulle. Donc, quand je vais calculer A à la puissance n, déjà, je peux appliquer la formule du binôme de Newton, puisque la condition pour appliquer le binôme de Newton, c'est que la matrice I et la matrice n, elles commutent. Elles commutent, puisque quand je multiplie l'identité par n ou n par l'identité, j'obtiens la matrice n. Donc évidemment qu'elle commute. Et je vais récupérer avec ma formule, alors je vais écrire que les trois premiers termes dans la formule, puisque dès la troisième puissance, j'obtiens 0. Donc on va obtenir 0 parmi n, alors identité fois n à la puissance 0, donc identité, plus 1, oula, attendez, c'est moins identité, hein. Donc attention. Donc là, je vais récupérer, que je ne dise pas de bêtises, donc moins identité à la puissance n, pardon. Là, je vais récupérer 1 parmi n multiplié par moins i3 à la puissance n-1 fois la matrice n, plus 2 parmi n multiplié par moins i3 à la puissance n-2 fois n au carré, puisque tous les autres termes sont nuls. Alors si on nettoie un petit peu cette expression, 0 parmi n ça fait 1, donc je vais récupérer moins 1 puissance n fois la matrice I3, plus 1 parmi n ça fait n, donc j'obtiens n moins 1 puissance n-1 fois la matrice n, plus ensuite, alors moins 1 puissance n-2 c'est aussi moins 1 puissance n, puisque je passe de l'un à l'autre par moins 1 au carré qui vaut 1, et ça on l'a déjà calculé plusieurs fois, c'est n-1 sur 2 fois la matrice n carré. Donc, il est facile de reconstituer le tableau matriciel à puissance n. Sur la diagonale, je vais récupérer moins 1 à la puissance n, moins 1 à la puissance n, moins 1 à la puissance n. Sur les coefficients de n, il y a 2 1 ici, ben, je vais placer le coefficient qui est là. N fois moins 1 puissance n moins 1, n fois moins 1 puissance n moins 1. Et sur la matrice n carré, je vais placer le coefficient qui est ici, moins 1 puissance n, n fois n-1 sur 2. Et j'ai des zéros au-dessus de la diagonale. Voilà ce que j'obtiens pour la matrice à puissance n. Il ne nous reste donc plus qu'à calculer la matrice P et la matrice P-1 pour obtenir le résultat. Pour la matrice de passage. Donc la matrice de passage P, la matrice qui est ici, donc la matrice de passage P, P c'est la matrice de passage de la base C vers la base B. Ça, c'est la matrice P. Donc, la définition déjà dans un premier temps. Je sais que pour obtenir ça, il faut que je mette en colonne les vecteurs de B. Donc, les vecteurs de B, c'est les vecteurs epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, que je décompose dans la base canonique E1, E2, E3. Les vecteurs, ils sont ici.
Donc ça, ce sont les coordonnées dans la base canonique. Donc je vais récupérer cette première colonne, puis celle-ci, puis celle-ci. Il s'agit maintenant de calculer la matrice, alors ça c'est la matrice P bien sûr, hein. Il s'agit maintenant de calculer la matrice de passage de la base B vers la base C. Alors je sais que pour ça j'ai deux possibilités, soit j'inverse cette matrice-là, soit j'exprime les coordonnées E1, E2, E3 en fonction, enfin dans la base, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Alors là, je sens que vu la simplicité ici des relations, ça me semble préférable. Donc tout de suite, je vais réécrire ces relations de façon plus formelle. Là, ce que j'ai récupéré, c'est que epsilon 1 est égal à moins E2. Donc je récupère que E2 va être égal à moins epsilon 1. Donc le E2 qui est ici, je le décompose, ce qui va me donner ces coordonnées-là. Quand j'écris epsilon 2, je récupère que epsilon 2, c'est moins E1. Donc je récupère que 1E1 va être égal à moins epsilon 2, ce qui va me donner ceci. La dernière relation me permettrait d'obtenir ce que je veux, je pense, on va voir. Donc là, on obtient E2 moins E3. Je dois exprimer E3 en fonction des epsilon i. E3, c'est epsilon 2, enfin E2, pardon, moins epsilon 3. Mais pour E2, on a trouvé moins epsilon 1, donc j'obtiens moins epsilon 1 moins epsilon 3. Je vais donc récupérer comme coordonnées moins 1, 0, moins 1. Alors on peut vérifier que ça fonctionne. En multipliant cette ligne par cette colonne, je vais récupérer ici 1, ici 0, ici 0. La deuxième colonne 0, 1, 0, ça se voit à l'œil nu. 0, 0, 1, ça se voit à l'œil nu. Ces deux matrices, elles sont bien inverses l'une de l'autre. Il n'y a pas de problème, on a bien obtenu la relation. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Calcul d'ailleurs que je ne vais pas faire. Je dois calculer U puissance n. U puissance n est obtenu avec la relation P A puissance n fois P-1. Donc là, la matrice P, elle est connue. La matrice P-1, elle est connue puisque c'est cette matrice-là par propriété des matrices de passage. Et la matrice A puissance n, c'est cette matrice-là. Donc vous effectuez le produit matriciel. Et pour obtenir l'expression analytique de U puissance n, donc l'expression analytique, qu'est-ce qu'il nous restera à faire? Il nous restera à multiplier la matrice qu'on va obtenir par la matrice x, y, z. Vous n'aurez plus qu'à écrire les trois coordonnées obtenues ici en ligne pour récupérer les coordonnées du vecteur un de x, y, z dans la base canonique. Et le tour est joué. Bon, le calcul n'apporte pas grand-chose. Après, à vous de vous entraîner.